Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est avec nous ce soir, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité, et Benoît Pelloual avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. Commençons avec l'inflation, le grand sujet pour les investisseurs. Je ne veux pas minorer l'importance de l'élection présidentielle française. On en dira un mot, mais dans l'univers des marchés, ça reste quand même le sujet de l'inflation qui reste le premier sujet aujourd'hui. 8,5% d'inflation sur un an aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des révélations particulières, nouvelles derrière ce chiffre, Benoît? Et est-ce qu'on peut s'aventurer fiablement à pronostiquer un pic d'inflation prochain aux États-Unis? Bon, en tout cas, on peut l'espérer, mais effectivement, c'est vrai que l'espoir n'est pas une stratégie. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque si on regarde un peu le détail et les différentes composantes, on voit que les composantes qui étaient directement liées à la pandémie, il y a un peu de mieux quand même. Enfin, les véhicules d'occasion, de location, tout ce qui est dans les loisirs, ça montre un peu d'amélioration qui laisse entendre que sur cette dimension-là, peut-être on n'est pas loin du pic. Maintenant, il y a toujours la problématique matière première qui est très douloureuse de ce point de vue-là. Et puis, les effets indirects, c'est toute la composante immobilière qui continue de progresser. Mais je dirais que ça, c'est plutôt un indicateur retardé, puisqu'en l'occurrence, c'est le dernier, en l'occurrence, à monter dans ces composantes inflationnistes. Non, mais la conséquence, c'est qu'on entre dans le 12e mois consécutif de destruction assez massive de pouvoir d'achat pour les ménages américains. Et ce qui est inquiétant, c'est que historiquement, une telle destruction de pouvoir d'achat n'a jamais été sans conséquence sur le cycle économique. Alors là, c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisqu'on a l'impression que ça tient plutôt bien. Les raisons qui peuvent être avancées sont multiples. Il y a effectivement cette réflexion sur l'épargne qui a été accumulée, notamment les chèques qui ont été donnés durant la pandémie. Alors c'est peut-être vrai, et c'est d'ailleurs justement l'occasion, quand on regarde historiquement dans les différentes récessions, celles qui sont dues à un choc d'offres lié notamment aux matières premières sont les seules récessions dans lesquelles les ménages puisent véritablement dans leur épargne. Généralement, dans une récession, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire une épargne de précaution, c'est-à-dire qu'effectivement, les ménages essaient de maintenir leur train de vie en puisant justement dans leur épargne. Donc là, ça pourrait s'expliquer par ça, c'est-à-dire qu'on a encore de l'épargne disponible qui peut être mobilisée par les ménages. Maintenant, je tendrais à relativiser ça, puisqu'il y a aussi les chiffres du crédit, le crédit revolving, etc., que tes publics sont très très élevés. Ah, oui. Et ça, en réalité, c'est pas forcément... On est obligé de se réendetter pour la partie peut-être la moins aisée des ménages, pour continuer de faire tourner sa consommation. Alors, en tout cas, il y a une question à aborder sur ce sujet, puisque effectivement, ça laisserait entendre que les ménages plutôt aisés, qui ont largement épargné ces aides données durant la pandémie, eux vont pouvoir peut-être en mobiliser une partie pour maintenir leur train de vie, mais que les ménages modestes qui en avaient le plus besoin, en réalité, l'ont probablement dépensé, et ont plutôt maintenant recours à utiliser du crédit, justement, pour essayer de maintenir leur train de vie. Et ça, c'est quelque chose qui va pas tenir, en réalité. Et donc, oui, on se pose la question de savoir à quel moment cette inflation qui persiste sur des niveaux très élevés va se répercuter de façon beaucoup plus douloureuse dans les chiffres de la consommation. Il y a quand même un indicateur qui est l'indicateur du moral des ménages dans l'indice de l'Université de Michigan. Il est déjà en ligne avec un niveau d'entrée en récession habituellement, historiquement. Donc c'est effectivement cette conséquence qu'il va falloir surveiller. Maintenant, sur le timing, est-ce qu'on est sur le pic? Nous, on avait tendance dans le scénario initial à penser que ce chiffre-là était plutôt sur le pic. S'il y a des chances que ce soit quand même repoussé, puisque la problématique ukrainienne ajoute à des problématiques de l'énergie. Donc les éléments volatiles, effectivement, c'est ce qu'on voit dans les chiffres matières premières alimentaires également, fortement impactées. Des chiffres de l'inflation. Maintenant, ça n'est juste que repoussé dans ce scénario. On devrait à un moment donné, même si c'est légèrement décalé, avoir une accalmie sur le front de la pression des prix. Ouais. Donc, plutôt l'idée, si en termes de timing, au cours de cette première partie 2022, si on essaye d'être un peu large, si on s'avance, exactement, si on s'avance à un scénario, effectivement, le scénario de détente qu'on attendait dès ce mois-ci est peut-être un petit peu décalé compte tenu des pressions liées aux matières premières. Bon. Pic d'inflation ou pas alors, Nicolas? C'est de la spéculation? Est-ce qu'on peut faire quand même une projection un peu fiable d'une dynamique d'inflation qui commencerait à s'inverser, et avec toutes les questions que ça amène, à quelle vitesse, jusqu'où on peut voir l'inflation américaine redescendre? Alors ça, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais ensuite, sur le pic d'inflation, ce qui peut être intéressant, c'est que là, on a eu la publication du CPI, mais l'indice que regarde la Fed, c'est celui du PCE. Et le PCE, donc on l'aura publié à la fin du mois. On peut expliquer
expliquer juste rapidement, petit rappel pédagogique, c'est deux mesures différentes, la composition des paniers n'est pas tout à fait les mêmes. C'est ça, et la composition n'est pas la même, et puis le CPI est lui, la composition est formulée une fois tous les 2 ans, alors que le PCE, il y a un ajustement beaucoup plus régulier. Donc le PCE est beaucoup plus proche de la consommation réelle des Américains que ne l'est le CPI. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, il y a une corrélation néanmoins entre le CPI et le PCE qui est l'indicateur de référence. Et les données qu'on a pour le CPI aujourd'hui nous laissent penser qu'on a une possibilité d'avoir un pic sur le PCE Core pour la fin du mois qui arrive, et du coup mettrait la Fed dans une position un peu plus confortable, c'est-à-dire au moins d'arrêter l'accélération qu'on avait pu voir au cours des derniers mois, ce qui les mettrait vraiment dans une position, parce que l'élément effectivement fondamental qu'on a eu aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on a effectivement la hausse de 1,2% sur un mois, ce qui est absolument colossal. Par contre, sur la donnée core, donc qui est vraiment sur le reflet sous-jacent de l'économie, on est à 0,3, ce qui est largement en dessous de ce qui était attendu. Donc on était à 0,5 attendu, on est à 0,3, avec des éléments qui sont quand même plutôt favorables. Et donc ça donne, à mon avis, ça donne un peu plus de pouvoir, on va dire, d'attendre, en tout cas, de la part de la Fed. Et du coup, il y a une réaction immédiate du marché qui, alors qu'il anticipait énormément de hausse de taux pour cette année, commence un petit peu peut-être à revoir sa leçon, parce qu'il est possible maintenant, alors je pense qu'il est à peu près acquis que la Fed va agir avec 50 points de base lors de sa prochaine réunion. Par contre, si on a une publication pour le prochain mois avec quelque chose qui soit un peu dans la même veine qu'on a là, c'est-à-dire un ralentissement plus fort, peut-être qu'on pourra anticiper finalement une Fed qui sera moins proactive que ce qu'on pouvait annoncer, attendre depuis ce moment-là. Il faut comprendre que l'idée du pic inflation, quand il se serait matérialisé, correspondrait aussi au pic hawkishness, au pic d'agressivité de la Réserve fédérale américaine. Et d'autant plus que le fait qu'on ait aujourd'hui un corps qui soit en baisse alors que le headline, c'est-à-dire que lui est en hausse, en fait le headline qui soit en hausse, en fait va lui grever le pouvoir d'achat des Américains. Du coup, il va ralentir la consommation sur le reste, sur le corps, et du coup, en fait, plus le headline va être fort, plus le corps risque d'être faible à l'avenir, et donc devrait libérer les mains de la Fed. Évidemment, c'est un problème pour les ménages américains, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on regarde les niveaux de salaire ou les revenus des Américains, on a des niveaux qui sont très au-dessus de la trajectoire d'avant-crise. Si je regarde donc un indice du salaire médian américain, on est à plus 6% sur un an. Si je regarde les 16-24 ans, on est à 11,8%, et en plus en moyenne mobile 12 mois, ce qui est donc colossal. On doit être proche de 15% aujourd'hui d'augmentation des revenus des jeunes. Et donc tout ça permet en fait d'absorber cette inflation-là. Et en fait, pour les ménages, alors sauf qu'ils sont vraiment les plus contraints par l'énergie, mais sinon, malgré une inflation aussi élevée, arrivent à tenir la tête hors de l'eau. Et on voit que la consommation réelle des Américains reste sur la trajectoire d'avant-crise, malgré cette inflation qui est extraordinairement élevée. Ce qui montre la puissance de l'économie américaine. Quand on voit aussi les chiffres de l'emploi qu'on a aux États-Unis, on n'a pas eu une économie américaine aussi forte au niveau de l'emploi depuis les années 50. Il faut quand même se rendre compte. On aura les ventes au détail en fin de semaine et l'indicateur de confiance du consommateur américain de l'Université de Michigan. En fait, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'effectivement, les salaires ont augmenté aussi, et la spirale salaire-prix a été enclenchée. Donc, finalement, il y a une perte de pouvoir d'achat de 3%, à la louche, globalement. Donc, ça explique à la fois la consommation encore forte des consommateurs, puis le moral qui baisse, parce qu'ils savent bien que la tendance n'est pas... Oui, puis il y a beaucoup de bruit médiatique autour de cette question, donc effectivement, ça peut peser aussi un peu sur le moral. Voilà, mais je pense que la Fed verra très bien avec cet ajustement. Et donc quoi ? Un soft landing est possible ? Parce que la conversation qui suit, c'est celle de la récession prochaine aux États-Unis. Alors on peut mettre des probabilités, on peut en discuter. En tout cas, ça devient une vraie conversation quand la Banque centrale américaine, elle nous dit que pour l'instant, elle ne regarde que l'inflation. Oui, sauf que le but, c'est pas de casser la croissance. Même si on... c'est une question, in fine, si vous avez un choix entre la croissance et puis être un peu plus tourné vers l'inflation, je crois que, à mon avis, il n'y a pas photo. Il ne faut pas casser la croissance. Donc, la Fed à mon sens, elle peut enclencher le plus vite possible ces hausses de taux, parce qu'elle aura pour retrouver des marges de manœuvre, tant que les consommateurs, comme on vient de le dire, ne sont pas trop perturbés par, même si c'est un sujet important politiquement. Donc, tant qu'on est dans ce schéma-là, c'est-à-dire que je peux remonter mes taux, mais avec la spirale, les salaires qui montent, il n'y a pas trop de perte de pouvoir d'achat ni de morale. On va dans ce schéma-là. Auquel cas, dès que ça change, il faudra à ce moment-là
baisser le rythme de hausse des taux. Enfin, bon, mais il y a une forme de pragmatisme. Vous adhérez à l'idée qu'il y a une forme... Ces hausses de taux les unes après les autres. Celle de mai, elle est légitime. Ce ne sera pas une erreur. On verra pour celle de juin, etc., etc. D'autant que, c'est pas une inflation par la demande. Tout le monde sait que c'est une inflation parce qu'il y a des problèmes d'offres. En grande partie. Donc, OK, on remonte les taux pour refroidir un peu, et puis on parle fort, et puis en même temps, on reste souple. Mais c'est pas parce que vous allez monter les taux demain à exploser que ça changera rien, quoi que ce soit. Vous allez simplement tuer un peu plus le système de production. Donc, c'est un exercice d'équilibriste, et pour l'instant c'est bien géré. Je parle sous non, mais d'un vrai économiste. Moi je ne suis c'est bien géré ou pas, Nicolas? C'est quoi? C'est bien géré ou pas alors? Ce qu'il y a, c'est que l'économie américaine, encore une fois, si on prend la trajectoire d'avant-crise, en fait aujourd'hui on est à 2% au-dessus, on devrait être là maintenant, on va avoir les chiffres du PIB du T1, on devrait être 4% au-dessus, c'est-à-dire en gros on a à peu près un an d'avance en termes de croissance. Si je regarde les prévisions de Goldman... C'est bien qu'il y ait un peu d'excès de demande quand même. Il y a un gros excès de demande, ce qui veut dire que si on parle de récession, ça serait simplement de revenir à la trajectoire d'avant-crise. Donc c'est pas forcément le drame, mais évidemment je pense que leur but c'est d'arriver à quand même de conserver cette part d'avance. Parce qu'effectivement, le but, et là, il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis, notamment la Fed en a fait un il y a 15 jours qui était vraiment très intéressant, qui montrait en gros que justement ce surcroît de demande-là pouvait générer de la part des entreprises un surcroît d'investissement, du coup gonfler la croissance et la croissance potentielle. Et du coup, là, vous avez un cercle vertueux qui se met en place, qui est exactement de type Trente Glorieuses et tout ça. Et donc là, on ne va pas se priver d'avoir ce genre de choses. Si, effectivement, pour l'instant, c'est très théorique. Si on arrive à la réalisation de ça, ça serait en gros de casser justement cette idée de stagnation séculaire, et ce qui était quand même un peu le programme depuis le départ. Et là, on a quelque chose qui ressemblerait vraiment à quelque chose d'intéressant. Mais c'est encore possible. Théoriquement, en tout cas, c'est encore possible. C'est tout à fait possible. C'est vraiment tout à fait possible. Et là, je trouve quand même les données, évidemment que ça a été très pollué par tous les chocs de demande, les chocs d'offres qu'on a eu successivement. Et celui qui peut être inquiétant, effectivement, c'est celui qui nous attend sur l'alimentaire, qui a déjà commencé à progresser, mais qui peut encore durer dans le temps. Mais sinon, effectivement, oui, on a tout en place pour arriver à ce genre de résultat. Oui. Bon, soft landing ou hard landing, Benoît? En tout cas, si effectivement la Fed fait preuve de pragmatisme, ce qu'on pense au final, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait historiquement, c'est-à-dire à chaque fois, quand ça se passe mal, elle est capable d'ajuster sa politique monétaire assez rapidement. Néanmoins, quand on regarde, réaliser un soft landing, c'est extrêmement compliqué. En réalité, d'ailleurs, ça n'arrive jamais. C'est ça, même avec la meilleure volonté du monde. Non, mais c'est ça, historiquement, ça se transforme peut-être pas en récession. On a pu éviter les récessions, mais on n'a jamais évité un semblant de crise financière ou une phase de volatilité extrêmement importante pour les marchés. Et donc le sujet, pour nous, c'est véritablement ça, c'est est-ce que les marchés vont être capables d'encaisser justement ce resserrement monétaire qui est devant nous, parce que si on se base sur ce qui est annoncé, c'est quand même un des resserrements monétaires les plus significatifs de l'histoire moderne. En réalité, c'est peut-être pas un instant Volcker, mais c'est très significatif ce qui se passe. Si vous prenez, il y a des économistes très brillants qui font une espèce de taux Fed Funds, mais dans lequel on intègre justement les achats d'actifs, le bilan de la Fed, etc. Donc déjà, aujourd'hui, la politique monétaire s'est déjà significativement resserrée. Ce taux était très négatif, puisque les Fed Funds sont bloqués à... Non, mais expliquons-le, on peut prendre 2-3 minutes. C'est le taux, le shadow Fed Fund Rate. C'est exactement, ça, exactement, c'est un taux qui donne une meilleure... C'est pas juste le taux directeur de la Fed, mais on prend en compte notamment la politique de bilan, par exemple. Exactement, parce que le taux Fed, lui, en fait, ne prend pas en compte, ne mesure pas parfaitement le degré d'accommodement de la politique monétaire, puisqu'il ne prend pas en compte la taille du bilan, il ne prend pas en compte la forward guidance, etc. Et donc, il y a un taux, effectivement, qui, lui, était très négatif, qui illustrait justement cette politique monétaire très, très accommodante. Il est remonté assez significativement, il est repassé positif, justement. Donc, on a déjà resserré sur cette base-là de quasiment 250 points de base ce taux et donc la politique monétaire. Mais surtout, c'est que si on intègre ce que compte faire la Fed sur ses Fed Funds, donc dans les dots, si on intègre la réduction de 95 par mois qui vient d'être expliquée à travers les minutes, qu'on intègre la forward guidance, on s'aperçoit qu'en fait, l'intégralité de ce resserrement monétaire, c'est l'équivalent de ce qu'a fait Yellen en 56 mois, en 27 mois. Dans un cycle qui, effectivement, est solide. Donc Yellen, c'était 2014-2018, c'est ça? On a commencé à réduire les achats d'actifs en 2014, ça s'est terminé fin 2018, et ça s'est terminé parce qu'on a eu une phase de volatilité intense. Le S&P a reculé de 15%. On avait d'ailleurs donné un terme assez amusant, le Volmageddon, à l'époque, où la volatilité était remontée violemment. Et donc on avait peut-être évité la récession, mais on est passé par un instant extrêmement désagréable. Là, on va faire un resserrement qui va être beaucoup plus rapide, en tout cas, qui est annoncé beaucoup plus rapide. Donc effectivement, il faut espérer que la Fed sera pragmatique et sera capable d'ajuster sa politique monétaire assez rapidement.
En termes de dynamique de marché, on voit bien d'ailleurs, la réaction sur la publication de l'inflation est intéressante, on voit les taux qui se détendent, mais le trend quand même des dernières semaines à nouveau, c'est l'accélération de la correction obligataire, avec toujours les mêmes implications, en tout cas sur le marché américain, assez directes, c'est-à-dire que c'est vraiment value over growth, comme on dit, eh ben oui, mais il y a une transmission directe de la correction obligataire au marché action. Non, en fait, ça c'était vrai jusqu'à la guerre, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. D'abord, il y a 2,80. Moi, je m'étais sorti 15 jours, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je reviens 2,80. Je me souviens, 1,80, c'était le taux qu'on... On disait 2,50. 2,50. J'avais même entendu 2%, on me disait, ouais, c'est le taux d'équilibre. On est à 2,80. Le marché, c'est pas... Automne 2018, on est monté à 3,15 sur le 10 ans. Oui, d'accord, mais sur ce même plateau, il n'y a pas si longtemps que ça, quel est le taux d'équilibre? Puis qu'on commence à le tenir, on se dit, bon, bah, à 2,50, on commence à trouver un équilibre, c'est-à-dire, moi, acheteur, je peux acheter des emprunts obligataires. Qui peut me convenir. Voilà. C'est pour ça, moi, le taux d'équilibre, enfin, que je décore. 2,80, OK. Alors après, paradoxalement, c'est le taux en analyse graphique qui est d'une résistance absolue. Et ce matin, on disait il y a des fortes chances qu'ils redescendent. Et comme par hasard, hop, on redescend. Bon. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire sur les marchés? Enfin, on redescend parce que tout simplement, on se dit qu'il y aura un peu moins de confinement en Chine et du coup, bon, il y a moins de pression. Enfin, OK, mais la tendance, elle est... bon. Après, la value et growth, le marché s'est cassé depuis. Pourquoi? Parce que si vous regardez les bancaires, normalement, enfin les bancaires devraient être, on est d'accord, il faudrait les bancaires européennes, c'est particulier. Oui, mais enfin, oui, bon, et ça l'a elles pas, ont décroché. Ça l'a pas fait. L'automobile, enfin, je veux dire, c'était aussi une valeur. Donc, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On a rajouté. Je veux dire, la seule problématique jusqu'à maintenant, c'était effectivement comment les banquiers centraux géraient. Il y avait une sortie du Covid qui était pour l'économie mondiale, et puis les banquiers centraux, comment géraient cette remontée des taux. Aujourd'hui, vous y rajoutez effectivement la guerre d'Ukraine et l'explosion des prix agricoles et énergétiques. Donc, le marché ne peut pas... Enfin, je ne suis pas du tout à value growth. Voilà. Je pense qu'il faut avoir... C'est plus aussi binaire que ça l'a été sur les premiers mois de l'année. Je pense pas. Je pense qu'il faut être beaucoup plus diversifié. Et puis, regardez le pétrole. Enfin, moins 5 hier. Aujourd'hui, on est à plus 5. Enfin, donc... voilà, pour tout ça parce que les taux bougent très très vite. Bon, bah, il faut avoir un peu pour moi, un portefeuille beaucoup plus diversifié, avoir un peu plus de cash pour revoir les tensions. Et puis après, qu'est-ce qui est une tendance très longue? Pour moi, c'est l'énergie qui est redevenue, l'énergie renouvelable qui est redevenue porteur. Là, je suis étonné par la croissance très forte c'est un méga trend pour moi. Voilà. Oui, parce que ça devient un vecteur d'indépendance énergétique. Oui, plus de l'idée climatique, ça devient aussi un vecteur d'indépendance énergétique. Alors que jusqu'à maintenant, elle était vendue parce qu'elle était liée au taux d'intérêt. Enfin, le plus étonnant, c'est qu'on dit non, mais c'est trop cher si vous regardez le taux d'intérêt. Alors ça que... pour moi, c'est moins simple que value growth. Ça me paraît plus une grille. Et les banques, justement, là, le 24 février marque quand même une rupture dans la dynamique du secteur bancaire. Il faut en sortir. Il fallait en sortir. Ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir de ce point de vue-là? Parce que c'était un gros trend quand même. Oui, non, je pense que il faut être sur les banques, parce qu'elles justifient pas. Enfin, après, je parle pas des banques américaines. Enfin, je sais pas. Non, on parle de l'Europe là, oui, les européennes. Sur l'européenne, oui. Enfin, je vois pas pourquoi on est fait de plus 10 à moins 10, à moins 15. Donc, pour moi, ça justifie pas du tout. Quand on regarde le bilan des banques, il y en a sous le coude. Benoît, vous avez écrit un papier récemment chez Vega IM en appelant l'idée
que c'était peut-être la fin de l'hiver pour les valeurs de croissance. Alors, à définir effectivement, mais à l'opposé de la value, c'est ce qu'on connaît, la tech, le luxe, enfin voilà, pour les secteurs un peu emblématiques de croissance rentable, je précise. C'est quoi l'argument? C'est quoi le rationnel? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'en 2022, il y aura peut-être un renversement de cette tendance qui voyait les valeurs de croissance dérailler un petit peu ces derniers mois? Alors, déjà, beaucoup. Sur la tendance récente, il y a eu, même si là, de nouveau, depuis les propos de Brainard, on a eu la pente de la courbe des taux qui s'est repentifiée et justement, elles ont de nouveau souffert, ces valeurs de croissance, mais il y a eu toute une période où, d'ailleurs, tout le monde se grattait la tête à se dire comment les valeurs de technologie, notamment, qui sont plutôt côté croissance, parviennent à surperformer alors que les taux continuent de monter. Et c'était le grand mystère, parce que c'est précisément ce qui les a considérablement pénalisés sur la première partie de l'année. Et justement, pour nous, la raison repose éminemment sur justement ce qui se passe sur le marché des taux. Il y a effectivement une grande nervosité, donc c'est très difficile là, sur le court terme d'avoir un avis aussi tranché, mais en tout cas, on est assez convaincu qu'il va y avoir un retour à meilleure fortune pour ces valeurs de croissance, parce qu'en réalité, on est dans un cycle qui ralentit malgré tout, qu'on est en train d'essayer de faire un resserrement monétaire, donc qui est éminemment périlleux dans ce contexte-là, même si l'économie reste relativement solide, c'est quand même assez compliqué de le faire dans un contexte de ralentissement. Et donc, on a des courbes des taux qui sont, aux États-Unis en tout cas, qui sont très peu pentues. Elles sont quasi inversées. Et ça, généralement, c'est ça qui compte. On le voit, les corrélations historiques vous montrent que les valeurs de croissance, si elles souffrent historiquement de taux longs qui montent, en réalité, l'élément déterminant, c'est la pente de la courbe des taux qui influe et qui reflète probablement le poids de la dette qui est beaucoup plus important aujourd'hui, etc. Et sous deux canaux de transition, le secteur bancaire, qui pèse très lourd du côté de la value aujourd'hui, c'est plus de 20% des indices value. Or, les banques, c'est quand les courbes des taux sont très pentues qu'elles génèrent des profits. Généralement, quand les courbes des taux sont plates ou inversées, les profits ne sont pas très bons et boursièrement, ça ne se comporte pas très bien. Donc, indirectement, les valeurs de croissance en profitent. Et l'autre élément, c'est que quand les courbes des taux sont aussi plates, c'est un signe inquiétant sur la croissance. On reviendra éventuellement sur la qualité de ce signal, mais c'est qu'on s'attend à ce que l'économie freine, voire même chute en récession. Et on a le retour de cette logique à la prime, à la qualité, à la visibilité qui profite justement à ces valeurs de croissance. Et là, cette prime, avec le mouvement de début d'année, on est revenu sur la moyenne des 5 dernières années. Ça nous semble assez normal de reconstituer une prime, sachant que c'est dans ce côté croissance où on a les pricing power les plus élevés, où on devrait mieux résister au cycle dans les phases de ralentissement. Et en gros, la répétition de ce qui s'était passé avec Yellen. Une fois que Yellen avait lancé la hausse des taux, les taux longs avaient beau monter, les valeurs de croissance surperformaient parce que la courbe finalement restait plate et était en passe de s'inverser. On rejoue un peu le même type de scénario. Et sur ce discours, il y a le point qui est intéressant avec justement le discours de Brainard, c'est qu'en fait on avait de la recherche qui était sortie par des fêtes régionales de la fin de l'année dernière, qui montrait justement que en fait ils regrettaient un peu ce qui s'était passé avec la première réduction de taille du bilan parce qu'ils n'avaient pas été assez agressifs. Parce qu'ils se sont rendus compte simplement que si vous réduisez la taille du bilan, en fait vous avez un effet beaucoup plus important sur la partie longue de la courbe que sur la partie courte. Alors que si vous montez les taux, vous avez un effet sur la partie courte. Et du coup le discours de Brainard, on voit qu'il y a une inversion, enfin à ce moment-là on avait une inversion de courbe qui était en train de se produire. Et donc, elle a réussi à inverser ce processus-là. Et donc, depuis, on a une pontification qui se met en place parce que justement, elle a dit qu'elle souhaitait vraiment une beaucoup plus de, enfin pas de brutalité, mais beaucoup plus de force sur la réduction de taille du bilan. Effectivement, ils annoncent 95 milliards par mois, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'ils avaient fait précédemment. On va voir les prochaines données. Donc, en tout cas, d'une part, ils ont intégré le fait d'avoir une inversion de courbe n'est pas bon pour eux parce que ça peut aussi avoir un effet autoréalisateur sur la croissance. Mais en plus, évidemment, comme ils détiennent 7 000 milliards de titres, évidemment, la courbe est totalement polluée par cette histoire-là. Et plus vite ils arriveront à se désengager par la réduction de taille du bilan, plus on aura une lecture à peu près correcte de ce qui se passe sur les taux. Mais du coup, là, on voit que simplement sur un effet mécanique et sur le fait de réduire la taille du bilan, on peut avoir déjà une lecture plus importante. Et avec justement cette repontification de la courbe derrière, on peut se dire finalement peut-être que la croissance elle est plus solide qu'on ne le croyait, et peut-être que c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra pour la suite. Ouais, j'entends bien. Moi, ça me laisse à penser qu'il y a quand même une forme de stratégie dite du pilote automatique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fera qu'à un moment, la Fed reprendra peut-être les commandes s'il le faut? C'était pareil dans le cycle 2014-2018. Il y avait eu ces hausses de taux en pilote automatique. C'était sans réfléchir. On avait quitté un petit peu le côté data dependent et on tapait tous les FOMC comme prévu, comme signalé. Est-ce que c'est cette idée-là qui domine
en tout cas pour cette début du cycle de resserrement. Il va y avoir un ajustement, d'une part simplement par la composition de la Fed qui pour l'instant est amputée de 3 de ses membres. 3 membres qui vont arriver, peut-être pas là tout de suite parce qu'on n'a pas encore la confirmation du Sénat plein, mais le board normalement est majoritaire dans le vote. Là, il ne l'était pas lors de la dernière réunion, il ne le sera a priori toujours pas lors de la prochaine réunion. Il y a au moins 2 membres qui vont être ajoutés rapidement, le 3e membre derrière, et les 2 membres qui vont arriver sont plus Dove que Hawke notamment, et notamment vis-à-vis des présidents de région. Donc ça rééquilibrera dans un sens un peu plus Dove, d'une part les dots, donc on aura sans doute une lecture un peu plus faible que ce qu'on avait actuellement, ou en tout cas pas d'un ajustement trop fort à la hausse, et on aura sans doute également le cœur vraiment du board qui décide vraiment la politique, et si jamais ils se mettent d'accord, ils auront la majorité absolue sur les présidents de région. Du coup, je pense que là, on aura effectivement une lecture plus importante. Et quand je vois notamment un des membres qui va arriver, Philip Jefferson, tout son travail à lui, c'était de dire que la réduction de la taille de la pauvreté aux États-Unis, on ne l'a qu'à partir du moment où on a le plein emploi, et à ce moment-là, on continue d'accélérer. Donc avec ce genre d'approche, et lui, il a été confirmé déjà par le Sénat, donc avec ce type d'approche-là, à mon avis, il y a peu de chances qu'on arrive à avoir une réaction à la tricher aux États-Unis pour les prochains temps. Voilà. Et d'ailleurs, un des membres les plus agressifs qu'on entend beaucoup, qui est Bullard, c'est également dans les dots celui qui baisse les taux le plus tôt, justement. 2023 ou 2024, c'est exactement. ça, enfin, 2023, on est déjà... C'est-à-dire resserrement très agressif, rapide, mais on est prêt à inverser si effectivement ça se passe mal. Donc on voit bien que la priorité absolue, c'est pas forcément l'inflation. Enfin, c'est juste un discours. Oui. Voilà. Non, mais très bien. Mais... Donc ça le discours est de plus en plus mordant. Je crois même que Lael Brainard a cité Paul Volcker dans sa dernière expression, ce qui est quand même, pour la membre la plus dovish peut-être du board, quelque chose d'assez frappant. Si on dit un mot de la BCE, parce que la BCE se réunit quand même cette semaine avant la Fed début mai, je ne sais pas, est-ce que... C'est encore plus compliqué. Alors, bon... Parce que, en fait, l'Europe est plus touchée par... Alors là, il y a un sujet de croissance beaucoup plus direct. Voilà, là, il y a un sujet de croissance. Le chef de l'OCDE... Laurent Boone, qui disait qu'il avait calculé que normalement c'était moins 1,5% de croissance pour l'Europe et 2,5% d'inflation. Enfin, on voit que c'est quand même beaucoup plus c'est ce qu'on peut appeler un choc stagflationniste, même si le mot n'est pas prononçable par les banquiers centraux, ça reste quand même... si vous avez il y a de l'inflation et puis que vous avez une baisse de l'activité, ça s'appelle la stagflation. Sauf que la stagflation, c'est un mouvement structurel, pour moi. Sinon, voilà, donc ça ne veut rien dire. Oui, il y a une baisse de la croissance et une augmentation de l'inflation. Donc, pour Mme Lagarde, c'est encore plus compliqué. Parce que, Oui, mais ce qui est surprenant, c'est que chaque fois... Alors, y a ceux qui pensent que la BCE doit effectivement normaliser au plus vite, très bien. Pour les autres, on a toujours été surpris par l'agressivité du discours, confirmée réunion après réunion depuis le pivot au quiche du mois de février. Oui, mais on peut... c'est ce qu'on vient de dire pour la Fed. Vous pouvez avoir un discours, n'empêche que... je vois mal Mme Lagarde être beaucoup plus agressive réellement face aux incertitudes. Mais qui sait où on sera dans un mois donc, Non, mais ça ne transparaissait pas aussi clairement dans ces dernières communications. Mais ça peut pas. La préoccupation, c'était celle de l'inflation, préoccupation unanime. Oui. Ça, c'était les derniers mots à l'issue du dernier conseil des gouverneurs. Quand même, bien sûr. Voilà, on est à 7 et quelques. On n'a jamais vu ça. Mais il ne faut pas oublier la problématique de l'euro aussi, parce qu'une telle divergence de politique monétaire, en tout cas de degré de politique monétaire entre les États-Unis et la zone euro, fait que l'euro est voué quand même à s'affaiblir si on n'a pas un discours un peu plus ferme pour essayer de limiter. Et un euro faible, ça amplifie encore les pressions inflationnistes, ça augmente l'inflation importée, donc ça rajoute encore des problèmes à une problématique déjà très très aiguë. Donc il y a cette volonté à la fois de ménager le board avec ceux qui veulent réagir à l'inflation, ceux qui ne veulent pas. Mais je pense qu'il y a aussi cette volonté de préserver l'euro, de ménager ce différentiel de politique monétaire avec les États-Unis, parce que ça va tout simplement encore compliquer la problématique avec un euro qui continue de s'affaiblir. Oui, donc ça veut dire on suit forcément le mouvement américain, même si c'est à l'encontre des intérêts des économies de la zone euro. Pas dans la même ampleur. Si on regarde le consensus, on arrête les achats d'actifs au 3e trimestre et on a une hausse de taux d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire, on n'est pas tout à fait sur le resserrement monétaire qui se prépare aux États-Unis. Et les économies, même les marchés obligataires de la zone euro peuvent,
vivre normalement, sans fragmentation extrême, sans achat net de la Banque centrale? Ce serait une première depuis longtemps quand même. Est-ce que ça peut fonctionner normalement sans achat net? C'est justement c'est le risque, hein, et là on en vient justement à la question de l'Italie et de son exposition notamment à travers les matières premières au conflit en Ukraine et à la Russie, parce que oui, ça c'est un des objectifs, c'est de maintenir cette cohésion. Donc il y a beaucoup d'objectifs qui impliquent des actions qui peuvent apparaître contradictoires, mais qu'il va falloir concilier pour essayer de faire fonctionner tout ça, parce que oui, c'est le risque direct, cette cohésion qui va de nouveau être menacée si ça va trop vite. Mais elle a dit aussi qu'elle reprendrait ses achats si effectivement il y avait s'il y avait fragmentation. Hein. Donc c'est du pragmatisme. Hein, mais, oui. Je vois pas ce que. J'ai l'impression que c'est une partie du discours qui est moins entendue peut-être. Oui. Oui, peut-être. Alors, je pense qu'il n'y a rien à attendre. En fait, elle pensait en mars avoir une vision claire des choses avec les problèmes d'inflation, enfin les calculs d'inflation. Bon, arrive ce qu'on vient de dire. Donc maintenant, elle attend juin des prévisions un peu plus concrètes, tenant compte de la guerre en Ukraine. Je ne suis même pas sûr qu'en juin, on soit capable d'avoir un scénario clair. Donc, je ne vois pas très, très bien ce qu'elle peut faire d'autre. Sinon, laisser dire que, oui, on aura une remontée de taux si tout va bien. Ouais, j'entends. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on aura une première hausse de taux de la BCE en cette fin d'année 2022, Nicolas, avant que les inquiétudes sur la croissance ne se soient trop fortement matérialisées? Malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que pour la Fed, ça c'est clair. C'est simplement parce que politiquement, on a vu que le dernier vote, en gros, c'était 15 contre 10 sur le côté hawk. Et on a deux membres qui sont Pagnetta d'abord et Philippe Lane qui essayent d'avoir, je pense qu'ils ont un discours constructif qui ressemble un peu à celui des États-Unis. Et on a en face un camp qui souhaite absolument resserrer le plus vite possible en trouvant les arguments parfois les plus incroyables possibles. Et on voit que c'est plutôt une décision politique qu'autre chose. Il n'y a pas de substance macro significative, vous dites, derrière l'idée de la normalisation de la BCE aujourd'hui? Je trouve pas. Encore une fois, on a, si on prend les mêmes métriques que les États-Unis ont une croissance mondiale qui est 2% au-dessus de leur trajectoire. Nous, on est 2% en dessous. Malheureusement, on est plus impacté par la crise qu'ils ne le sont. Donc, on a un risque plus important sur notre croissance. Et on n'a pas du tout les hausses de salaire dont les Américains bénéficient. C'est-à-dire que nous, on a 7% d'inflation, eux, ils en ont 8%. Mais nous, on n'a pas les hausses de salaire, alors qu'eux, ils ont des fortes hausses de salaire. Donc, notre croissance est beaucoup plus à risque pour cette année. Et malgré cela, on voit qu'il y a une volonté de resserrer absolue. Alors, je pense qu'il y a une volonté de resserrement monétaire, mais en plus, derrière ça, et quand on voit notamment le cercle de la raison ordolibérale allemande, voir les arguments qui sont avancés, c'est en gros, il faut absolument monter les taux, parce que comme ça, on va contraindre les pays du Sud à avoir des taux plus élevés et à ne pas pouvoir s'endetter. Et donc là, on voit une espèce de logique un peu austéritaire qu'on avait des années 2010, qui est économiquement absurde et qui est en train de revenir sur le devant de la scène, alors même que l'Allemagne en ce moment pourrait... oui, je croyais que l'Allemagne avait changé. En fait, non. Pas tant que ça. Et je trouve que c'est un peu inquiétant parce que politiquement, je crois qu'ils ont vraiment du mal à reprendre la main par rapport à ça et que même des membres qu'on pouvait penser être un peu plus mesurés, pour l'instant, en tout cas, ne se mettent pas en opposition par rapport à ces décisions-là, et du coup ça pourrait effectivement nous mener, parce que là il pourrait peut-être même nous annoncer en gros une fin de QE pour le mois de juin avec une hausse de taux derrière, deux hausses de taux derrière, et alors qu'on a une économie qui ralentit, et du coup là c'est vraiment la réédition, et encore une fois, de 2008-2011, et je voyais déjà d'Utmar ce matin une interview de Otmar Hissing dans le FT, là un papier de Jürgen Stark donc d'anciens membres du directoire de la Banque Centrale Européenne allemand, bien sûr. Qui nous font une offensive faucon en Europe qui est vraiment la plus malvenue possible. Ne serait-ce qu'envoyer le signal qu'on est prêt à monter 2 fois les taux, par exemple, d'ici la fin de l'année, ce serait déjà une forme d'erreur dans la communication, ou dans le signal envoyé au marché. Il faut voir l'impact. Pour la dette française, on était à 0, on est à 1,3. Déjà, au niveau budgétaire, c'est une contrainte supplémentaire. Les Italiens, on est très largement au-dessus, on est à 2,5. Et donc, évidemment que c'est une contrainte au niveau budgétaire, et au niveau monétaire, il y a un resserrement qui est en train de se mettre en place, alors même que vous avez une économie qui est en train de ralentir en même temps. Donc, c'est vraiment mal joué. Ouais.
Venons-en à propos d'austérité. Alors venons-en à la relance. Là, c'est le papier que vous avez écrit dans Les Échos. C'était quand hier, au lendemain des résultats du premier tour de l'élection présidentielle française, Nicolas. L'enjeu économique derrière le deuxième tour du 24 avril, c'est celui du virage de la croissance, qui a été pris en 2020 avec une stratégie de relance assez inédite au niveau européen. Et vous dites, ce qui est en jeu pour le 24 avril, c'est est-ce que ce virage de la croissance, on le poursuit ? Dans quelle ampleur ? Ou est-ce qu'il s'arrête ? Vous pouvez expliquer ça ? Ouais, l'idée, c'est qu'en gros, depuis le début des années 80, on avait effectivement un cycle qui était plutôt justement celui du resserrement monétaire, qui a produit une forte baisse des taux, et qui a été poussé à l'extrême, je pense, dans les années 2010. Et tout le monde s'est rendu compte pendant les années 2010, notamment aux États-Unis, que cette croissance était trop faible et qu'on était loin du potentiel. Donc oui, il y a une réflexion qui a été menée d'abord aux États-Unis, qui a été lancée avant le Covid, c'était en 2018, justement pour modifier notamment la stratégie de politique monétaire et qui était dans un sens qui était plus favorable à la croissance. Cette réflexion-là, et là, effectivement, aux États-Unis, c'est vers quoi ils sont lancés. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, ils auraient fait la même chose, peut-être pas avec autant d'ampleur, mais ils auraient fait la même chose. En Europe, on a un peu copié ça également. Et si je veux résumer ça, par exemple, au niveau européen, nous, ça fait 30 ans, enfin depuis l'existence de l'euro en tout cas, qu'on nous parle tous les jours de compétitivité, c'est-à-dire qu'en gros, on va mettre tout sur les entreprises, les baisses de charges et tout ça, en pensant que ça va ruisseler sur le reste du monde. Cette nouvelle stratégie-là, donc ce qui est fait aux États-Unis, déjà, initiée par Trump, mais qui était poursuivie par Biden, c'est en gros, on met le paquet sur les classes moyennes. Du coup, vous remontez le niveau de consommation, vous augmentez le niveau de croissance, d'investissement, et du coup, vous avez quelque chose qui est assez favorable. Et donc, ça serait en gros, en Europe également, d'abandonner cette notion de compétitivité et de cibler vraiment les hausses de salaire sur les classes moyennes, et ce qui permet d'avoir, je pense, un libéralisme un peu plus équilibré, parce qu'en fait, c'est comme si vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont habituées depuis 30 ou 40 ans à avoir des salaires faibles, à peu près tout le monde, avoir un marché de l'emploi à peu près à disposition. Et ben en fait, la compétition, elle existe aussi pour les entreprises, et si vous avez des augmentations pour tous, pour des salaires, les entreprises vont devoir se battre un peu plus également aussi pour récupérer des gens et donc augmenter les salaires, et vous avez une vraie économie libérale qui se met en place. Et pour que ce soit clair, qui est porteur de ce projet aujourd'hui ? Parce que la politique de l'offre et le ruissellement, c'était quand même l'idée de Macron 2017, j'entends. Et je pense que c'est là où c'était tout à fait intéressant, c'est qu'effectivement, on avait une aversion, c'est qu'aux États-Unis, on avait eu l'élection de Trump, on a eu le Brexit au Royaume-Uni, qui était un peu porteur de ce genre de discours, de relance maximale, les classes moyennes et ce genre de choses. Et en France, on a voté un peu à l'inverse de ça, mais par contre, sous la présidence de Macron, d'une part, c'est lui qui a mis Lagarde au pouvoir, c'est Lagarde qui a initié cette revue de politique monétaire ici, et c'est lui qui a fait le quoi qu'il en coûte. Et du coup, on voit qu'il y a quand même un changement assez majeur, en tout cas entre ce qui avait été proposé et je pense le pragmatisme qui a eu lieu ensuite, et que je pense que ce serait intéressant de voir la suite, si justement on peut enfin en finir avec la stratégie qu'on a en Europe depuis 20 ans, pour avoir quelque chose qui soit plus dirigé vers la croissance et les salaires. Bon. Quelques commentaires là sur les résultats du... Bon, on est dans l'entre-deux tours, voilà, jusqu'au 24 avril. Comment vous évaluez la... Faut qu'adhérer à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau européen, que la solution c'était au niveau européen qu'on pouvait faire quelque chose. Voilà. Donc, Macron a réussi à remettre l'Europe. Enfin, plus personne ne parlait d'Europe avant lui, hein, ça c'est clair. Donc, il a réussi à remettre l'Europe au centre du jeu. Si on peut continuer et recueillir enfin les fruits de ce qui a été posé, banco, mais voilà. Et le sujet de marché derrière, je ne sais pas, il y a un vrai risque, parce que c'est à double tranchant, mais en tant que locaux, parfois on comprend peut-être un peu mieux, parfois je dis bien, les dynamiques électorales de notre pays, versus des investisseurs globaux qui font peut-être un peu moins dans le détail. Et c'est vrai que lundi, on a vu là, cette petite détente du spread, et on a eu l'impression que le marché disait, ok, ça y est, c'est bon, c'est répétition de 2017, dont acte, c'est réglé. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez ? Non, mais c'est réglé, ce sera Macron, pro-business, voilà, et le marché sera très content. Non, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Et deux, on vient de passer un certain nombre de minutes à voir que les banquiers centraux étaient là en pragmatique. Si le programme Le Pen passe, on est anti-européen, on n'est pas dans l'Europe là, donc en fait on n'aura pas l'aide effectivement. Et quand on regarde le taux d'endettement français, oui, on aura un accident de marché. Même s'il n'y a plus de Frexit dans le programme de Marine Le Pen, vous dites qu'il y a quand même, une confrontation avec l'Europe, quoi. On est à 1,30 sur l'OAT, avec ce qu'on a fait aujourd'hui, avec le quoi qu'il en coûte.
Donc, si demain on n'a plus le parapluie de la Banque centrale, j'ose pas imaginer où on va aller en niveau de taux d'intérêt, quoi. Enfin, Oui, non, mais j'entends bien. Bon, je sais pas, les stratégistes ont réfléchi alors ce qui paraît être le scénario minoritaire, mais encore une fois, soyons prudents, le risque au sens neutre du terme, hein, j'entends, mais le risque de marché derrière une accession de Marine Le Pen au pouvoir, le marché est complaisant face à cette idée-là. Je pense que le marché est complaisant parce que les exemples de populistes qui sont finalement arrivés au pouvoir ne sont pas transformés en quelque chose de catastrophique et de dramatique. Enfin, on a en tête évidemment Trump et ce qui s'est passé, même si on a eu droit à une présidence qui a été quand même assez grotesque, hein, mais ça n'a pas été la catastrophe qui était autant redoutée. Mais surtout, il y a aussi l'exemple de Tsipras en Grèce, quoi. C'est-à-dire que malgré le discours, ça s'est confronté à la réalité. Donc il y a effectivement les promesses, l'accession au pouvoir, mais ensuite, ce qu'il est possible de faire. Quand même pas oublier qu'il y a aussi les législatives entre eux. Enfin, il y a un troisième et un quatrième tour. Voilà, on fait ce qu'on veut quand on arrive au pouvoir. Et voilà, il y a le principe de réalité qui s'impose. Mais c'est vrai que je note bien ce virage qui est un peu plus vers la croissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se soucie beaucoup plus maintenant, je dirais, de la croissance potentielle. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas, on peut l'espérer, de moins en moins une logique de dépenses courantes, mais de plus en plus vers des objectifs qui ont pour objectif de doper notre croissance potentielle, ce qui est la vraie problématique, je dirais, européenne et effectivement chez nous également. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. On vous retrouvera après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça restera peut-être un sujet pour les investisseurs. En tout cas, pour l'instant, le marché attend avec une relative sérénité, on va dire, cette échéance électorale en France. Nicolas Gottsman est avec nous ce soir, le responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Éric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Benoît Pelloual, stratégiste chez Vega IM.